Une femme noire avait perdu son emploi après avoir sauvé la vie d'un millionnaire blessé. Le lendemain, 2 hélicoptères s'étaient rendus à son domicile. Vous êtes virée Dr Diana, et veuillez laisser votre manteau et votre badge sur la table maintenant. Le cri du directeur Whitman avait résonné dans le hall bondé de l'hôpital de Santa Clara, obligeant des dizaines de patients et de membres du personnel à tourner la tête pour assister à l'humiliation. Diana Santos, 38 ans, n'aurait jamais imaginé que sa décennie de service impeccable en tant qu'infirmière en chef se terminerait ainsi. Être escortée par la sécurité comme une criminelle, devant tout le monde. Ses yeux sombres étaient restés étrangement calmes, tandis que le directeur poursuivait sa démonstration publique de pouvoir. Violation grave du protocole hospitalier, traitement non autorisé. Utilisation des ressources médicales sans paiement préalable. Whitman avait pratiquement craché les mots, le visage rouge de colère théâtrale. Les gens comme elle devaient apprendre à connaître leur place dans cette institution. Diana connaissait bien le venin derrière ces mots. Au cours de ces 10 années là-bas, elle avait entendu les murmures dans les couloirs, vu les regards noirs, ressenti le poids des promotions refusées. Directeur Whitman avait répondu fermement Diana en retirant sa blouse blanche immaculée. J'ai sauvé la vie d'un homme hier soir. Un homme qui était arrivé ici en sang, à moitié conscient, sans papier d'identité, sans assurance maladie, avait interrompu Whitman en frappant le comptoir de sa grosse main. Pas de carte de crédit, pas d'assurance, et elle avait gaspillé de précieuses ressources hospitalières pour des indigents. Le flashback était revenu rapidement, vivement. Il était 23 heures, la veille. Diana terminait son service lorsque les portes automatiques s'étaient ouvertes. Un homme était entré en titubant, ses vêtements déchirés et ensanglantés, son visage couvert de boue et de sang. Il s'était effondré sur le sol avant que quiconque puisse réagir. « S'il vous plaît, aidez-moi » avaient été ses seuls mots avant de perdre connaissance. La réceptionniste de nuit, Patricia, une blonde aux ongles longs, plus intéressée par son téléphone que par les patients, ne s'était même pas levée. Pas d'assurance, pas de traitement. Ce furent les règles. Diana n'avait pas hésité. Alors que tout le monde la regardait, sous le choc, elle avait couru vers l'homme tombé. Pouls faible, respiration irrégulière, possible traumatisme crânien. Des années d'expérience lui avaient appris que chaque seconde comptait. Appeler le docteur Martinez et préparer la salle d'urgence 3, avait-elle ordonné en commençant les premiers secours. Mais docteur Diana, les règles. Avait commencé à protester Patricia. Au diable les règles, cet homme est en train de mourir. De retour au présent, Diana avait remis son badge au bureau. L'agent de sécurité Johnson, un homme noir qu'il avait toujours salué avec respect, avait détourné le regard, embarrassé, tandis qu'il l'escortait dehors. « Tu vas le regretter, Whitman », avait dit calmement Diana. « Un jour, tu comprendras que j'ai sauvé plus d'une vie hier. » Le directeur avait ri. Un bruit fort et désagréable. « La seule chose que tu as sauvée, c'est un clochard sans abri. Maintenant, sors d'ici avant que j'appelle la police. » Alors que Diana franchissait les portes tournantes pour la dernière fois, elle avait remarqué quelque chose de particulier. L'homme sans abri qui se tenait toujours au coin de l'hôpital, celui que tous les employés connaissaient depuis des années, n'était pas à sa place habituelle. Encore plus étrange, un homme en costume coûteux se tenait exactement là où le sans-abri se plaçait d'habitude, parlant doucement sur un téléphone portable haut de gamme. Ce que personne dans cet hôpital n'aurait pu imaginer, c'est que le sans-abri que Diana avait sauvé portait au poignet une montre Patek Philippe de 300 000 $, cachée sous la boue et le sang. Et qu'à ce moment précis, alors que Diana était humiliée publiquement, une mobilisation sans précédent était déjà en cours. Le soleil du matin brûlait sans pitié lorsque Diana était arrivée chez elle, encore en train de digérer la violence de l'humiliation qu'elle venait de subir. Le modeste quartier de Riverside contrastait brutalement avec le quartier huppé où se trouvait l'hôpital de Santa Clara. Mais c'était là, assise dans sa modeste cuisine, que Diana avait pris une décision qui allait changer le cours de cette histoire. 3 appels manqués, provenant d'un numéro inconnu, s'étaient affichés sur son téléphone portable. Lorsqu'elle avait répondu enfin au 4e, une voix professionnelle et urgente s'était adressée à elle. « Docteur Diana Santos ? Ici Thomas Reynolds, avocat d'affaires chez Reynolds & Associates. Nous devons parler d'urgence du patient que vous avez soigné hier soir. » Avocat d'entreprise. Diana avait senti un frisson lui parcourir l'échine. S'il s'agit d'un procès, je faisais juste mon travail. Au contraire, docteur Santos. L'homme que vous avez sauvé. Eh bien, disons simplement que vos actes ont des conséquences qui vont bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Pouvons-nous nous rencontrer dans 1 heure ? Le café du centre-ville était bondé de cadres pressés lorsque Diana y était entrée,
toujours vêtu de son uniforme d'hôpital, mais sans sa blouse de laboratoire. Reynolds, un homme noir impeccablement habillé, lui avait discrètement fait signe depuis une table au fond. L'homme que vous avez sauvé, avait-il commencé en lui tendant une tablette, est Vincent Montenegro, PDG de Montenegro Holdings, l'une des plus grandes sociétés de soins de santé d'Amérique. Diana avait failli faire tomber son café. Sur l'écran, une photo professionnelle montrait le même visage qu'elle avait nettoyé de sang et de boue la nuit précédente, mais cette fois vêtu comme un cadre puissant. Oui, Vincent a cette habitude particulière de partir en randonnée seul sans sécurité, pour se changer les idées. Hier, il a eu un grave accident en montagne. Il a essayé de se rendre à l'hôpital le plus proche, le vôtre. Pendant ce temps, à l'hôpital de Santa Clara, Whitman savourait son moment de pouvoir. Il avait convoqué une réunion d'urgence avec tout le personnel. Voici un exemple de ce qui se passe lorsque les employés oublient leur place. Diana Santos a été licenciée pour avoir violé nos politiques. J'espère que tout le monde comprend le message. Patricia, la réceptionniste, avait applaudi discrètement. Le docteur Martinez, le seul latino du personnel médical, était resté silencieux, les poings serrés sous la table. Ce que Whitman ignorait, c'est qu'à ce moment précis, des caméras de sécurité étaient déjà demandées. Des courriels internes étaient consultés. Une enquête silencieuse mais dévastatrice commençait à prendre forme. Dr Santos avait poursuivi Reynolds, Montenegro est furieux. Pas contre vous, contre l'hôpital. Il m'a tout raconté. Comment il avait été traité, comment vous aviez risqué votre carrière pour le sauver, et comment Whitman vous avait humilié publiquement aujourd'hui. Diana sentit les larmes lui piquer les yeux. Elle n'avait fait que ce qui lui semblait juste. Et c'était exactement pour cela qu'il voulait vous aider, lui avait dit l'homme en face d'elle. Mais nous devions agir de manière stratégique. Whitman était connu pour ses relations politiques. Nous ne pouvions pas simplement le poursuivre en justice. Au cours des jours suivants, tandis que Diana s'occupait de ses factures en souffrance et de l'incertitude du chômage, une opération méticuleuse se déroulait dans l'ombre. Montenegro, encore en convalescence dans une suite d'hôpital de luxe, coordonna personnellement chaque étape. « Je veux tout savoir sur Whitman », avait-il ordonné à son équipe. Chaque patient refusé, chaque cas de discrimination, chaque centime détourné. Et je veux des preuves. L'enquête révéla une tendance inquiétante. Au cours des 5 dernières années, 89% des patients noirs et latinos sans assurance premium avaient été refoulés à Santa Clara. Étrangement, des dons substantiels avaient été faits à la campagne politique du cousin du maire Whitman, peu après chaque réorganisation budgétaire. Pendant ce temps, Diana recevait des messages cruels de la part d'anciens collègues. Patricia avait posté sur Facebook. Certaines personnes doivent apprendre que les règles existent pour une raison. #justice rendue. La publication avait reçu 47 mentions « j'aime », la plupart venant de l'administration de l'hôpital. Mais il y eut des voix dissidentes. L'agent de sécurité Johnson avait envoyé un message privé. « Docteur Diana, j'ai quelque chose que vous devez voir. Des enregistrements de caméras. Whitman ignore que le système enregistre aussi l'audio. » Sur l'enregistrement, la voix de Whitman était claire. « Cette femme noire arrogante doit apprendre à connaître sa place. Je cherchais depuis longtemps une raison de me débarrasser d'elle. Elle a sauvé un mendiant. Parfait. » Le filet se resserrait, mais Whitman restait confiant. Lors d'un dîner de charité, il porta un toast aux investisseurs. « Santa Clara n'a jamais été aussi prospère. Nous avons éliminé les éléments problématiques. Notre marge bénéficiaire a augmenté de 15% ce mois-ci. » Ce que ces hommes puissants ignoraient, c'est que le serveur qui versait le champagne portait une petite caméra à la boutonnière et que chaque mot de ce toast était transmis en direct à une équipe d'avocats installée 3 pâtés de maison plus loin. Ce qui avait d'abord ressemblé à une défaite humiliante était sur le point de devenir la plus grande leçon que l'hôpital de Santa Clara, et tout le système de santé élitiste qu'il représentait, allait apprendre. Car lorsqu'on sous-estime des personnes comme Diana Santos, lorsqu'on pense que l'argent et les relations pèsent plus que la justice et la compassion, l'univers trouve toujours des moyens créatifs de rétablir l'équilibre. La chute de Thomas Whitman avait commencé, ironiquement, pendant son propre gala. La salle de bal de l'hôtel métropolitain scintillait de cristal et de champagne, célébrant son titre de « directeur de l'année » pour la 4e fois consécutive. Whitman évoluait parmi les sponsors et les politiciens, savourant le succès de l'hôpital Santa Clara. « Mesdames et messieurs », avait-il déclaré en levant son verre, l'hôpital de Santa Clara a enregistré des bénéfices records ce trimestre. Nous avons prouvé que médecine de qualité et rentabilité peuvent aller de pair. C'est alors que les écrans géants de la salle, prévus pour diffuser une vidéo institutionnelle, avaient été piratés.
L'image souriante de Whitman avait cédé la place aux enregistrements des caméras de sécurité de l'hôpital. Cette femme noire arrogante doit apprendre sa place. Je cherchais depuis longtemps une raison pour me débarrasser d'elle. La salle était devenue silencieuse. Whitman fixait les écrans, son visage passant du rouge au blanc en quelques secondes. Nous avons rejeté 312 patients noirs et latinos ce mois-ci. Excellent travail, Patricia. Chaque centime économisé est un bonus pour nous. La vidéo montrait des dossiers médicaux falsifiés, des feuilles de calcul prouvant des détournements de fonds systématiques et des courriels accablants. Mais le coup de grâce fut la voix d'un homme immédiatement reconnu par toute la salle. « Je m'appelle Vincent Montenegro », résonnait la voix enregistrée. « Le 15 de ce mois, on m'a refusé l'admission à l'hôpital Santa Clara après un grave accident. Sans le courage du docteur Diana Santos, qui a risqué sa carrière pour me sauver, je serais mort. » Whitman avait tenté de courir vers les sorties, mais des agents fédéraux bloquaient toutes les portes. Le député Harrison, un homme noir qui enquêtait depuis longtemps sur la discrimination institutionnelle, s'était avancé avec une satisfaction à peine dissimulée. « Thomas Whitman, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, discrimination institutionnelle et détournement de fonds publics. » Alors que les menottes claquaient à ses poignets, Whitman vit Diana rentrer dans le hall. Elle portait un élégant costume bleu marine, accompagné de Montenegro et d'une équipe d'avocats. « Toi, Whitman, avait-il craché. Tu as planifié toute cette affaire. » Diana s'était approchée calmement. « Non, directeur Whitman, c'est vous qui avez planifié tout cela. Moi, je me suis contenté de le documenter. » Montenegro avait ajouté. « Vous savez ce qui est ironique ? Mon entreprise vient tout juste d'acquérir l'hôpital Santa Clara. Notre première tâche sera de mettre en œuvre un programme de soins de santé universel inspiré du travail du docteur Santos. » Patricia, qui observait la scène depuis la foule, avait tenté de s'éclipser, mais Johnson, l'agent de sécurité, l'avait intercepté. « Vous avez aussi reçu une invitation du FBI », lui avait-il dit avec un sourire. Les invités commençaient à recevoir des notifications sur leur téléphone portable. Le New York Times venait de publier un article explosif. Le scandale de Santa Clara. Comment un hôpital d'élite a pratiqué l'apartheid médical au XXIe siècle. « Ma réputation », avait crié Whitman alors qu'on l'emmenait. « Ma carrière, tout ce que j'ai construit. »« Non », avait répliqué Diana, d'une voix ferme qui résonna dans tout le hall. « Tout ce que vous avez volé. Aux patients qui avaient besoin de soins, aux professionnels qui méritaient le respect, à une communauté qui vous faisait confiance. » Le maire, cousin de Whitman, avait tenté de s'éclipser discrètement, encerclé par les journalistes. « Monsieur le maire », avait lancé l'un d'eux, « est-il vrai que votre campagne a reçu 2,3 millions de dollars de dons de l'hôpital Santa Clara, coïncidant avec l'augmentation des refus de patients ?» Dans sa suite de luxe, Montenegro regardait les informations avec un sourire. « Cher Santos », avait-il dit au téléphone, « tu viens de sauver bien plus que ma vie. Tu as sauvé l'intégrité de toute une profession. » La diffusion en direct de l'arrestation de Whitman avait atteint 5 millions de vues en 1 heure. Les commentaires avaient inondé les réseaux sociaux de témoignages de personnes refoulées par Santa Clara. #Justice pour Diana était devenu un sujet mondialement tendance. Mais le moment le plus marquant survint lorsque Diana monta sur scène dans la salle de bal. Les projecteurs, initialement installés pour glorifier Whitman, illuminaient désormais la véritable héroïne de la nuit. « Depuis 10 ans, avait-elle commencé d'une voix forte et claire, j'ai vu des gens mourir parce qu'ils n'avaient pas la bonne carte de crédit. J'ai vu des collègues talentueux être licenciés parce qu'ils n'avaient pas la bonne couleur. J'ai été humilié publiquement pour avoir fait mon travail, sauver des vies. » La foule était suspendue à ces mots. Les caméras des chaînes de télévision retransmettaient le moment en direct. Mais ce soir, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de justice. Il s'agit de s'assurer que plus jamais un hôpital ne privilégiera le profit au détriment de vies humaines. Que plus jamais un professionnel de la santé ne sera puni pour avoir fait preuve de compassion. Le docteur Martinez, resté silencieux pendant des années d'abus, s'était avancé au micro. « J'ai été témoin de tout cela, et j'ai honte d'être resté silencieux si longtemps. Docteur Santos, vous êtes le médecin que nous devrions tous aspirer à être. » Alors que Whitman était conduit vers la voiture de police, il jeta un dernier regard au hall. Diana était entourée de collègues, de patients, de membres de la communauté, tous debout, en train de l'applaudir. L'empire qu'il avait bâti sur la discrimination et la cupidité s'était effondré de façon spectaculaire, au grand jour, dans le monde entier. Ce que personne dans cette foule glamour n'aurait pu prédire, c'est que ce moment historique ne représenta pas seulement la chute d'un homme corrompu et d'un système brisé.
L'onde de choc de cette révélation s'était propagée à travers le pays, forçant une refonte complète des pratiques discriminatoires dans les hôpitaux d'élite et inspirant une nouvelle génération de professionnels de la santé à placer la compassion au-dessus du profit, prouvant que parfois un seul acte de courage pouvait réécrire l'avenir de millions de personnes. 6 mois plus tard, l'ancien bâtiment de l'hôpital de Santa Clara avait subi une transformation aussi radicale que la vie de ceux qui le fréquentaient. Là où se trouvait autrefois une plaque dorée avec un blason élitiste, on pouvait voir maintenant un panneau moderne. Diana Santos Health Center, Universal Care. Diana avait parcouru les couloirs entièrement rénovés, s'était arrêtée pour discuter avec des patients qui n'auraient jamais pu se permettre un traitement dans d'autres hôpitaux. Son nouveau poste de directrice médicale s'accompagnait d'un salaire à 7 chiffres, mais le véritable salaire résidait dans les yeux reconnaissants des personnes qui recevaient enfin des soins dignes. Docteur Santos l'avait interpellé Johnson, désormais chef de la sécurité avec le triple de son salaire précédent. La liste d'attente pour les rendez-vous comptait déjà plus d'1 millier de personnes. Il semble que la nouvelle de notre programme de soins gratuits se soit répandue rapidement. Diana avait souri. Super. C'était exactement ce que nous voulions. À la réception, là où Patricia rejetait autrefois les patients avec une joie cruelle, travaillait désormais Maria Gonzalez, une infirmière bilingue qui avait été renvoyée de Santa Clara pour ne pas s'intégrer. Elle traitait chaque personne avec le même respect, quelle que soit son apparence ou son compte en banque. Le docteur Martinez, promu chef du service des urgences, s'était approché avec une tablette. « Diana, nous venons de recevoir un autre don anonyme. 5 millions, cette fois. » Les donateurs anonymes étaient en réalité d'anciens sponsors de l'hôpital Santa Clara, désireux de redorer leur blason après le scandale. Le Monténégro avait veillé à ce que chaque centime soit traçable et public. Pendant ce temps, dans une cellule fédérale à 300 km de là, Thomas Whitman découvrait le véritable sens de l'humiliation. Condamné à 15 ans de prison pour fraude, discrimination et détournement de fonds, il nettoyait désormais les toilettes en prison. Ironiquement, c'était le seul emploi disponible pour quelqu'un qui n'avait aucun contact dans le système pénitentiaire. Whitman avait crié un garde. « Des visiteurs pour vous !» Dans l'espoir d'un contact avec le monde extérieur, Whitman s'était précipité vers la salle de visite. Son cœur s'était serré lorsqu'il vit qui était là. Johnson, son ancien agent de sécurité, impeccablement habillé. « Je suis venu vous le remettre en personne », avait dit Johnson en glissant une enveloppe sur la table. C'est l'invitation à la cérémonie de changement de nom de l'hôpital. Le docteur Santos a insisté. À l'intérieur, il y avait une photo du nouvel hôpital et un article du New York Times. Une ancienne infirmière discriminée transforme un hôpital d'élite en un modèle national de soins de santé universel. L'ex-femme de Whitman avait demandé le divorce la première semaine après son arrestation. Ses enfants avaient légalement changé de nom de famille. Son cousin, le maire, avait démissionné après le scandale de corruption. Tous ses amis influents s'étaient volatilisés. « Vous savez ce qui est le plus ironique ?» avait poursuivi Johnson. « Le docteur Santos a sauvé la vie de l'homme qui allait tout changer. Si vous l'aviez traité avec respect, vous seriez encore dans votre luxueux cabinet. » Lors de la cérémonie d'ouverture du centre Diana Santos, le Monténégro était monté sur scène. « Il y a 1 an, cette femme m'a sauvé la vie sans savoir qui j'étais, sans se soucier de mon statut ou de mon compte bancaire. Aujourd'hui, grâce à elle, des milliers de vies seront sauvées chaque année. » L'auditorium avait éclaté en applaudissements. Diana, vêtue d'un élégant uniforme de médecin conçu spécialement pour elle, était montée sur scène sous les projecteurs qui avaient autrefois éclairé l'arrogance de Whitman. « Quand j'ai été renvoyée, avait-elle commencé, sa voix résonnant dans la salle bondée, je pensais que c'était la fin. Mais j'ai découvert que parfois l'univers a besoin de nous sortir du mauvais endroit pour nous mettre exactement là où nous devrions être. » Au premier rang, sa mère pleurait de fierté. À ses côtés, des représentants d'hôpitaux de tout le pays prenaient des notes. Le modèle Diana Santos était déjà à l'étude pour une mise en œuvre nationale. La véritable révolution dans le domaine des soins de santé, avait poursuivi Diana, ne se produit pas dans les salles de conseil d'administration. Elle se produit lorsque nous décidons que chaque vie a la même valeur, quel que soit le solde bancaire. 6 caméras de différents réseaux diffusaient en direct. Le hashtag Modelo Diana Santos était devenu tendance dans le monde entier. Les universités s'étaient disputé le droit de lui faire donner des conférences. Sa biographie était déjà en cours d'écriture par un auteur à succès. Patricia, l'ancienne réceptionniste, travaillait désormais comme caissière dans une pharmacie de banlieue. Chaque fois qu'elle voyait Diana à la télévision, elle changeait de chaîne. Ces messages cruels avaient été publiés et étaient devenus viraux comme un exemple de la façon dont il ne faut pas traiter les êtres humains.
Le moment le plus fort avait été l'annonce par Diana du programme complet de bourse d'études pour les étudiants en médecine noire et latino. Personne ne sera jamais empêché de sauver des vies à cause de la couleur de sa peau ou du code postal où il est né. Le Monténégro s'était approché du micro. Et j'ai le plaisir d'annoncer que Monténégro Holdings fait un don de 100 millions de dollars pour étendre ce modèle à 5 autres villes. Alors que les flashs se déclenchaient et que le public faisait une ovation debout, Diana avait eu un moment de lucidité. Il y a 1 an, elle avait tout perdu pour avoir fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, elle menait une révolution des soins de santé qui sauverait d'innombrables vies. La leçon était limpide. La meilleure vengeance contre l'injustice n'était pas de détruire ceux qui vous font du mal. Il s'agissait de construire quelque chose de si grand que leur mal devenait sans importance. Diana n'avait pas eu besoin de faire tomber Whitman. Elle avait bâti un empire de compassion qui avait rendu obsolète tout ce qu'il représentait. Et ainsi, tandis que Thomas Whitman pourrissait dans sa cellule, comptant les jours d'une peine qui semblait interminable, Diana Santos était devenue un symbole international de la façon dont la véritable grandeur naît de la compassion. Et comment, parfois, être renvoyé pour avoir fait ce qu'il fallait n'est que l'univers qui vous prépare à quelque chose d'infiniment plus grand. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.